Bonjour à tous. Merci d'être venus, ça fait super plaisir. J'attendais moins de monde à la base, mais bon, ça fait plaisir que l'événement ait attiré plus de monde. Donc aujourd'hui, on va parler vente aux enchères, on va parler investissement immobilier par différents moyens. Donc on aura plusieurs intervenants et on va parler aussi de travaux. Donc moi, je vais me concentrer sur la partie vente aux enchères. Je vais vous expliquer un peu les grands principes. Il y a certaines personnes ici qui sont membres de la formation, donc qui sont un peu plus avancées, mais on va survoler les bases et je vais répondre aux questions, même les questions les plus précises, les plus pointilleuses. Je vais essayer d'y répondre en donnant des exemples, etc. Après moi, on a la chance d'accueillir Goulven Tristan, donc, un homme qui a écrit un livre best-seller, champion du monde de triathlon, c'est ça? Ultra triathlon. Par la suite, on a Guillaume Malguir, Monsieur Campagne, donc, qui a investi qu'en campagne. Il a 40 biens, 30 biens 35 biens en campagne. Et par la suite, on aura Monsieur Jean-Pierre Gomin, que j'ai l'honneur d'accueillir ici, qui est accessoirement mon ancien professeur en bac professionnel études d'économie de la construction, et donc qui est courtier en travaux, qui gère des travaux, qui suit des travaux et qui est enseignant en école professionnelle, qui est dorénavant mon partenaire pour la formation sur les travaux que je prépare, mais ça on va en parler un peu plus tard. Donc on va commencer par les ventes aux enchères. Que ce soit les membres de la formation ou les autres, on va commencer par un truc que je ne fais pas, mais c'est une des questions qu'on pose les plus souvent, c'est les ventes notariales. C'est pourquoi je ne fais pas de vente notariale, parce que comme vous le savez, il y a des ventes judiciaires et des ventes notariales. Et donc là, par un exemple qui m'est arrivé cette semaine, et je vous assure, ça tombe vraiment à pic, je vais vous prouver pourquoi je ne fais pas de vente notariale et pourquoi je trouve que ce n'est pas forcément une bonne affaire. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une vente notariale? C'est ce qu'on appelle communément les ventes à la bougie. Et c'est vraiment une bougie, en fait, ils allument une flamme, et à la suite de la dernière enchère, ils allument deux petites bougies qui tiennent 5 secondes, et deux bougies consécutives qui s'éteignent, la vente, votre enchère est à vous. Donc qu'est-ce qu'un bien mis aux enchères notariales, du coup? C'est souvent une succession conflictuelle. Voilà, des frères et des sœurs qui ne s'entendent pas entre eux, etc. Ça peut être une succession sans héritier. Ça arrive, il y a des gens, voilà, il n'y a pas d'héritier, donc quelqu'un doit vendre ce bien, le bien doit être vendu, mais sous réserve qu'il n'y ait pas de créancier, qu'il n'y ait pas de prêt immobilier dessus, qu'il n'y ait pas le propriétaire sous réserve qu'il n'ait pas de dette envers quelqu'un. Ou tout simplement, n'importe lequel d'entre vous qui désire vendre son appartement rapidement, ou son bien immobilier. Aujourd'hui, vous savez très bien, vous voulez vendre votre bien, vous avez besoin d'argent, vous devez mettre une annonce, ça prend du temps à trouver un acquéreur, ça prend du temps, etc. Et sans compter qu'il va éventuellement pas avoir son prêt, qu'il va peut-être désister, ça prend du temps. Quand vous passez par les ventes aux enchères notariales, dans un délai de 1 mois, 1 mois et demi, votre bien est vendu au prix au mieux que vous puissiez obtenir en cet espace de temps, en l'espace d'1 mois et demi. Donc il n'y a pas de possibilité de rétractation, etc. Donc, je suis ça depuis très longtemps, etc. Et cette semaine, donc la vente c'était le 26 septembre, c'était lundi ou mardi, il y avait une vente, donc c'était une maison à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Donc cette ville-là est collée à Versailles. Donc les prix des maisons varient entre 4 000 et 4 800 euros du mètre carré. Donc c'est une ville qui est assez cotée. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans l'annonce? Une maison de 160 mètres carrés habitable environ sur un terrain de 570 mètres carrés. Donc mise à prix 231 000 euros. Donc c'est bien, il y a des visites. Donc là, vous voyez, il y a une description dans un quartier résidentiel, ceci, cela. 3 bâtiments, donc il y avait 3 corps de bâtiments avec 3 coffrets électriques en façade. Donc je me dis, ça peut être intéressant, je fais la visite. Donc déjà, la maison, c'est plus une maison, ça fait 20 ans qu'elle n'est plus habitée. La toiture s'est effondrée et les pigeons sont emparés de la maison, donc elle est totalement à détruire avec de l'amiante, etc. Enfin bref. Mais ce qui est important là-dessus, c'est qu'on a un terrain de 570 mètres carrés. Donc là, c'est une bonne chose, il peut avoir un fort potentiel. Donc là, du coup, je me renseigne sur les frais préalables, on m'annonce 43 000 euros de frais préalables. Donc les frais préalables, c'est des frais en plus, c'est pas les frais de notaire, c'est des frais qui sont liés à la procédure. Donc c'est une vente notariale. Moi, je fais les ventes aux enchères, j'ai jamais vu des frais qui dépassent les 13 000 euros. Là, je ne sais pas comment le notaire justifie 43 000 euros de frais préalables. Pourtant, j'ai demandé la justification, je ne l'ai jamais obtenue. Enfin bref, c'est pas grave.
Tant qu'on nous l'annonce, nous, on a juste à le retirer de notre budget en soi. Donc, 43 000 € de frais préalables, ok. Donc, moi, je fais mes calculs. Donc, je vais faire une étude de faisabilité pour construire soit 3 pavillons, soit un petit immeuble de 4-5 appartements, etc. Donc, la première des choses à faire dans un tel projet, bah, c'est obtenir les plans du terrain, notamment les plans cadastraux. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site du cadastre. Et donc, bah, je suis allé sur le site du cadastre, j'ai tapé l'adresse, 22 rue Mansart, à Saint-Cyr-l'École, et qu'est-ce que je tombe? Donc voilà, c'est la parcelle ici. Je clique dessus, je fais information, 416 mètres carrés de terrain. Alors que l'annonce, c'est 570 mètres carrés. Donc là, déjà, je tombe de haut. Et en plus de ça, c'est un notaire qui fait la vente. Hein. Dans les enchères judiciaires, c'est un huissier qui fait ça, la va-vite, avec un juge, etc. Donc il se peut que des erreurs se soient glissées. Là, c'est un notaire qui a travaillé sur le projet, qui connaît. En général, c'est les notaires, c'est le notaire de la famille, ou enfin voilà, il y a une connaissance, donc c'est quelqu'un qui connaît potentiellement ce bien. Ils annoncent 416 mètres carrés. Moi, je regarde, je me dis, putain, il y a peut-être une deuxième parcelle. Souvent, vous savez, il y a des petites parcelles derrière, des servitudes de passage qui sont sur un terrain, non pas dans l'autre, etc. Bon, bah là, je me dis 416 mètres carrés, c'est bizarre, mais pourtant, quand je regarde le plan, je vois pas où est-ce qu'il peut se cacher ce terrain-là. Parfois, on considère même que la moitié de la rue appartient au terrain, mais même quand je fais la surface, je ne retrouve pas 160 mètres carrés de plus. Bah là, ce que je fais, c'est que j'envoie un mail au notaire en charge. Je me dis, il y a peut-être une erreur, c'est peut-être moi qui me trompe. Donc voici le mail. Hein. Bonjour Madame Tassi. Donc c'était en fait, il y avait les coordonnées. Vous avez les coordonnées du notaire ici. Donc j'ai envoyé un mail. Bref, voilà, sur le site, je vois que l'annonce est de 570 mètres carrés. Or, moi, sur le plan cadastral, que j'ai bien mis en pièces jointes, etc., avec votre annonce, je trouve 416 mètres carrés. Donc quelle est la véritable information? Parce que c'est capital. Là, on parle de, peut-être, je dis une bêtise, mais 150 000 € de budget de différence. Hein. 150 mètres carrés, c'est énorme. Bah, là, elle me répond, monsieur, c'est 416 mètres carrés, point cordial. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, mais ils vont peut-être changer l'annonce. Ok, moi j'ai fait l'effort d'aller rechercher l'information, mais il y a eu, je crois, une soixantaine de visites sur ce truc. Je sais pas si vous avez fait. Ah, j'ai pris en photo, j'ai oublié de le mettre. Quelqu'un est déjà parti en vente notariale ou pas ici? Il y avait 250 personnes. Cette semaine, il y avait 250 personnes. Pour 7 ou 8 biens, je ne me rappelle plus. 250 personnes. Je vous assure que j'ai fait la queue 1h30. 1h30. Une vente aux enchères, j'ai jamais vu plus de 30 personnes dans une vente aux enchères, quel que soit le nom. Là, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si les gens se mettent en confiance parce que c'est un notaire qui vend. Il se laisse embobiner, il se laisse avoir par le notaire. Mais je vous assure, voilà, 416 mètres carrés, point barre. L'annonce n'a pas été changée, du coup j'ai dit je vais me rendre à la vente juste pour voir le résultat. T'étais là cette semaine? Non. Bah, ils n'ont pas du tout parlé du 416 mètres carrés. Ils ont fait la vente telle quelle, 570 mètres carrés. Ils ont fait la vente, voilà, ça a été vendu 310 000 €, donc plus les frais de notaire, et plus les frais préalables, plus les frais de notaire. Déjà, même avec 570 mètres carrés, à une mise à prix de 230 000 €, moi je trouvais que c'était limite. J'avais vraiment pas de marge de manœuvre. Quand j'ai vu qu'il manquait 160 mètres carrés, j'ai tout de suite abandonné parce que c'était plus du tout rentable. Il y a peut-être 30 000 € de démolition là-dessus, sans compter 250 000 € de construction, sans, voilà, si on fait plusieurs maisons, etc. Mais c'était clairement pas rentable. Voilà la raison pour laquelle je ne fais pas de vente notariale et pourquoi je pense que les gens se font pigeonner là-dessus. Autre bien, du coup, je me suis dit, allez, c'est peut-être un cas unique. Il est où, Mohamed? Il est là. Il me parle d'un bien, etc., que j'avais repéré. Donc, à Versailles, on est à côté. Un bien, c'est même pas un bien, c'est une pièce de 10 mètres carrés, plus 2 remises de 5 et 6 mètres carrés. T'as fait la visite ou pas? Parce que j'ai un ami qui a fait la visite. En plus, les remises, elles ne se font pas au-dessus ou en dessous du bâtiment. On ne peut pas relier. Enfin, du coup, je m'étais dit, bah, si c'est en dessous, si c'est une sorte de cave, on peut peut-être faire un duplex, etc. Mais non, absolument pas. On peut utiliser que le 10,86 mètres carrés en l'état, plus deux caves, en gros. Mise à prix, 39 000 €. Donc là, j'ai fait une capture d'écran du site Meilleur Agent pour les prix au mètre carré. Meilleur Agent, ils sont assez fiables. Et il faut prendre avec des pincettes, mais ils sont quand même assez fiables. Donc là, potentiellement, à 6 900 € du mètre carré moyen, sur 10 mètres carrés, bah, ça fait un prix de vente de 70 000 €. Bah, ça a été vendu, adjugé 115 000 €, plus les frais, il y avait celui-là 17 000 € de frais, plus les frais de notaire. Et regardez l'état du bien. Là, il y a au moins 20 000 € de travaux. Donc voilà un deuxième exemple de ce qui se vend dans les ventes aux enchères notariales. Donc maintenant, venons
Bonne chose. Les enchères judiciaires, dis-moi. Quand on voit la photo, on a l'impression que c'est immense. On n'a pas l'impression que ça. Non, en fait, c'est très long. En plus, c'est ça le pire. C'est que ça fait 2,20 m de large, je crois, sur 4,80 m de long. Ah ouais. Là, t'as pas la place de mettre un lit. Hein. Ou tu le mets, mais tu passes plus. Ouais, on a l'impression que c'est très long, en effet. Mais par contre, les notaires, ils sont intelligents. Ils font des photos 3D, des vidéos, mais voilà, quand t'es dans le bien... Les enchères judiciaires, maintenant. Donc là, c'est la partie un peu moins drôle, un peu plus compliquée, mais où il y a des affaires à faire. Et c'est là où on travaille. Donc c'est les biens saisis. Ça, voilà, il ne faut pas se leurrer. C'est un bien aux enchères judiciaires, c'est un bien qui a été saisi par l'État. Donc il y a un créancier. Le créancier, ça peut être la banque, donc un crédit qui n'est pas payé, les charges de copropriété qui ne sont pas payées, quand les gens divorcent, comment on appelle? Quand les gens divorcent et que la personne doit payer pour les enfants la pension, voilà, une pension alimentaire non payée, etc. Bah, tout ça, on peut lancer une procédure de saisie immobilière. Une procédure de saisie pour 2-3 000 € d'impayés, vous pouvez lancer une procédure. Bon, par contre, ça prend du temps. Aujourd'hui, après, il ne faut pas forcément se voir à la place de la personne. Une procédure, il y a aussi la procédure d'expulsion, bon ça c'est à part. Mais aujourd'hui, si vous avez un locataire qui ne vous paye pas, ça peut être très très compliqué, même psychologiquement. Donc, bref, j'ai confondu un peu procédure d'expulsion et saisie immobilière, mais voilà, on est un peu dans le même thème. Donc là, il y a une durée de 2 mois, plus 6 mois pour le titre de propriété. Ça, c'est un peu le côté néfaste, le mauvais côté des ventes aux enchères. C'est que vous avez acheté votre bien, on l'a adjugé, donc les 10 jours, etc., je vais en parler, mais vous n'avez pas votre titre de propriété avant 6 mois. Moi, je me suis fait avoir, j'ai acheté un bien, je voulais le revendre tout de suite après, j'avais pas de titre de propriété. On a un titre provisoire, mais qui n'est pas suffisamment détaillé, et donc le notaire a refusé de signer un compromis. Normalement, on peut vendre avant d'avoir l'acte définitif dans le marché classique, mais dans les enchères, en fait, on me donne un bout de papier avec marqué appartement de 30 mètres carrés à telle adresse, point barre. Et le notaire a refusé. Donc j'ai dû attendre, j'ai perdu plus de 6 mois dans l'histoire. Et là, le risque est très élevé. Et très élevé, pourquoi? Parce que vous achetez le bien, entre guillemets, dans l'état. Moi, j'ai une connaissance très proche, moi, j'ai acheté un bien qui a été déclaré par la suite en arrêté d'insalubrité, que j'avais pas vu. En fait, l'immeuble était déjà en arrêté d'insalubrité, mais qui n'était pas dans le dossier. J'ai pas pu le voir, j'ai pas fait l'effort d'appeler la mairie, je me suis fait avoir. Bon là, on est en train de régler le problème, mais voilà. Heureusement que je l'ai acheté à un très bon prix et que ça me fait pas trop mal. Mais une personne qui aurait acheté le bien au prix réel, c'était un gros problème. Les 8 étapes. Donc, premièrement, il y a la parution de l'annonce. Donc, avant même la parution de l'annonce, il y a une procédure de 3 ans. Il faut savoir, une vente aux enchères judiciaires, il y a une procédure de 3 ans. Avant qu'une personne se fasse saisir son bien et être vu, que son bien soit mis aux enchères, il se passe 3 ans. Pendant 3 ans, il y a des lettres recommandées, il y a des huissiers qui tapent, etc. Et si on l'a mis aux enchères, c'est que pendant 3 ans, la personne a fait preuve de mauvaise foi, n'a pas répondu aux mails, aux lettres recommandées, ne s'est pas présentée au tribunal. Parce qu'en plus, le juge est tout le temps du côté de la personne saisie. Enfin, elle ferait tout, je parle en connaissance de cause, elle ferait tout pour éviter la vente. S'il met un échéancier financier en place de paiement sur 10 ans, le juge acceptera. Donc souvent, si l'annonce paraît, c'est que la personne a fait preuve de mauvaise foi. La deuxième étape, c'est donc participer à la visite unique. Il n'y a qu'une seule visite d'1 heure, parfois une demi-heure selon le tribunal, parfois 2 heures. Il ne faut pas la rater, c'est en pleine semaine, c'est le mardi à 9h45, etc. Il ne faut pas la rater. Ensuite, il faut prendre en compte des frais préalables. Les frais préalables sont calculés après la visite. Pourquoi? Souvent, en fait, les gens, dès qu'ils sont à la visite, ils demandent les frais à l'huissier, mais c'est une bêtise, il ne faut pas. Et d'ailleurs, à chaque fois, ils les envoient balader. Mais une visite, c'est un ordre du juge. L'huissier a l'obligation de faire appliquer la visite. Donc, si le monsieur est réfractaire, s'il ne veut pas ouvrir la porte, l'huissier a l'obligation d'appeler la police, d'appeler un serrurier, de faire ouvrir la porte de force, mais il a obligation de faire la visite. Pour l'anecdote, j'ai fait une visite il y a 2 semaines, c'était le 6 septembre ou le 7 septembre, je ne sais plus, le pavillon d'un monsieur qui est propriétaire depuis 30 ou 40 ans, complètement réfractaire. Monsieur est chasseur, il a des fusils à la maison, il menace tout le monde. Encore une fois, j'avais des photos, je vous les montrerai plus tard, je les mettrai. Et donc le monsieur en fait avait acheté des grosses chaînes et avait entouré tout son jardin, son portail de grosses chaînes
et avait mis un panneau écrit à la main, vente annulée, visite annulée. Déjà, je vois ça, je dis c'est bizarre. Et je vous assure, hein, j'ai toutes les photos. Et du coup, je dis, mais c'est bizarre. Du coup, j'appelle l'huissier parce que j'étais là en avance. Et donc j'appelle l'huissier me dit non, c'est pas annulé, la visite a bien lieu. Donc il arrive, un gros bordel, le monsieur avec un arrosoir arrose l'huissier, il appelle la police, il menace de tirer sur les gens. Le serrurier, du coup, l'huissier a fait appel à un serrurier pour ouvrir la porte, il a utilisé son droit de retrait, il a dit non, moi je prends pas le risque de me faire fusiller pour une porte. Donc là c'est la police, et je vous assure, 3 voitures de police, gilet pare-balles, et ils ont scié la porte. Et on a fait la visite sous escorte policière. Donc 2 policiers, on a fait la visite comme ça. Et, pardon ? Il est dedans, ah oui. Oh, il s'est opposé, il a dit non, d'abord que le jardin, après pas la maison, etc. etc. Franchement, on a eu tous peur, on a tous flippé. Le monsieur, en plus, 80 ans et tout ça, il a la tête un peu... bref. Du coup, on fait la visite, on sort, et moi je prends un café avec un ami qui était à côté. Et du coup, à la fin de la visite, donc la visite était terminée, et je le vois, le monsieur en train de réparer sa porte. Je dis, je vais aller lui parler. Donc j'étais avec mon ami, je lui ai dit, laisse-moi tout seul, je vais aller lui parler. Et finalement, ça s'est super bien passé avec ce monsieur. Je lui ai parlé, voilà, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous faites saisir votre bien, etc. Bon là, c'était son ex-femme qui lui réclamait 50 000 euros, je crois, etc. Sa maison vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. D'ailleurs, on a porté en chair dessus. Le monsieur avait construit sa maison il y a 30 ans, c'est au Plessis-Trévis, pour ceux qui connaissent, c'est dans le 94, à côté de Champigny-sur-Marne. En fait, l'évolution a fait que sa maison s'est retrouvée en plein centre-ville. Et il a une maison avec 750 mètres carrés de terrain en plein centre-ville, en région parisienne. Et ça vaut beaucoup d'argent. Et donc, il y avait du monde dessus, des marchands de biens, des promoteurs, etc. Et donc, moi, on a essayé de porter en chair. Donc, le monsieur, je l'avais dans ma poche. Je vous assure, on était au tribunal. Le monsieur a fait un scandale, encore une fois. Le juge a arrêté la vente, c'est la première fois que j'ai vu. Il a fait évacuer la salle. Tout le monde est sorti. La vente a repris par la suite. Et le monsieur est venu me voir. Ça va, t'en es où? T'achètes le bien? Achète-toi. Je vous jure. Il s'est fait sortir par la police. Il me dit ouais, mais je veux que ce soit toi qui achètes, pas les autres et tout ça. Et les gens me regardaient bizarre. Ils me disaient c'est qui lui? Et donc finalement. Mon enchère maxi, c'était 570 000 pour ce bien-là. Ça a été vendu 571 000. Donc on s'est retrouvé en finale avec quelqu'un. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas monté encore de 2-3 000 euros? Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. En enchère, vous avez une enchère qui est fixe, vous avez fait des calculs, vous avez trouvé une valeur et vous ne la dépassez pas. Ce n'est pas du poker, on n'est pas au casino. Rien ne me dit que ce monsieur, il n'avait pas un budget jusqu'à 600 000 euros. Donc moi, mon budget, c'était 570, on s'est arrêté à 570. Donc il l'a eu à 171 et il s'est fait surenchérir. Donc il y a un délai de 10 jours aux enchères. J'ai un peu sauté les étapes. Mais il y a un délai de 10 jours aux enchères où n'importe qui peut venir et surenchérir. Et ce monsieur s'est fait surenchérir. D'ailleurs, j'ai mandaté un architecte pour me faire une étude de faisabilité pendant ce temps-là. On n'a pas fini à temps, mais quelqu'un d'autre a fait la surenchère pour moi. Donc ça me laisse encore 2 mois pour étudier ce bien. J'avais pu comprendre que lorsqu'il s'agit de personnes relativement âgées, c'est plus compliqué de les Oui, ouais. Au-delà de 72 ans, il y a une loi spéciale qui les protège. On ne peut pas les expulser. Ah, mais là, ce monsieur, on ne peut pas l'expulser. C'est soit vous l'avez dans votre poche, soit vous ne l'avez pas. Mais moi, clairement, je l'avais dans ma poche. Il m'a même dit, si la vente ne se fait pas, tu viens me revoir. Et on s'arrange entre nous. Donc, il faut savoir, aux enchères, c'est la clé des enchères. C'est ce que je dis dans la formation. Il faut tout faire à l'amical, à l'amiable. Il faut être humain avec les gens. Il faut s'intéresser à eux. Je suis réellement intéressé à lui. J'ai pris un café avec lui. J'ai pris le temps de discuter. Et le monsieur, voilà, il s'est ouvert à moi. Et je vous assure, au tribunal, il venait à côté de moi. Oui, achète, s'il te plaît, pas les autres, toi. Mais du coup, lui, s'il avait voulu vraiment insister et rester dans son... Ah oui, il aurait fait. En plus, là, il y a la trêve hivernale qui commence demain, 1er octobre, en Ile-de-France. Donc jusqu'à avril, il n'y a aucune procédure qui est acceptée. Pour tout le monde, ça? Ouais, pour tout le monde. Mais bon, avec lui, je sais que ça allait le faire. Ok. Est-ce que tu as pensé à, pour faire annuler la vente, trouver un accord à l'amiable pour dire au monsieur... Tu peux pas annuler la vente. La vente, il n'y a que lui qui peut l'annuler et il faut qu'il paye. Et justement, c'est ça. Ah, mais ça, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Parce Parce qu'il devait 50 000 euros plus les intérêts, je crois qu'on était à 70 000 euros. Ça veut dire qu'il faut que je pose 70 000 euros sur la table en prenant le risque qu'il change d'avis et tout ça. C'est trop risqué. Et s'il décide ensuite, une fois que la vente est faite, de rester dans l'appartement, de gérer pas
Bah après, c'est procédure d'huissier, c'est compliqué. Hein. Lui, il sortira pas avant 2 ans. Vous ne pouvez pas le faire sortir avant 2 ans. Au-delà de 72 ans, c'est comme les personnes handicapées, etc. Bon, c'est bien, hein, c'est des bonnes choses. Voilà, il faut une protection sociale. Ces gens-là sont protégés. Bon, lui, il n'en a pas besoin. Socialement, il est très bien. Mais voilà, de force, on ne pourra pas le faire sortir, c'est sûr. Et au lieu d'allonger les 70 000, pourquoi ne pas lui avoir acheté directement au prix C'était trop tard. C'est trop tard. Ah, Quand tu vois l'annonce, la vente est 1 mois plus tard. Donc à moins que tu signes un compromis tout de suite et que le créancier accepte, hein, parce que si le créancier accepte pas, c'est mort. Si le créancier accepte pas, la vente se fait. C'est ça. J'ai entendu que des fois on pouvait s'arranger avec l'avocat suivant. Oui, c'est le créancier. L'avocat poursuivant, c'est le créancier. Donc c'est l'avocat du créancier. C'est ça ce que vous disiez, donc s'arranger avec lui. Est-ce qu'on peut juste revenir un peu plus là-dessus pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas du tout? Comment on pourrait s'arranger avec cet avocat poursuivant? J'ai entendu que c'était illégal également. On n'avait pas le droit de le faire l'avocat en tout cas. À ma mémoire, non. Non, ce ne sera pas avec l'avocat. Tu passes par l'intermédiaire de son avocat, mais c'est la personne. C'est le créancier. Le créancier, c'est la personne à qui on doit de l'argent. Donc c'était la femme, en l'occurrence. Si tu arrives à convaincre la femme qu'elle accepte un billet, un truc en échange, oui, mais ça m'étonnerait. Parce qu'encore une fois, n'oublie pas, une procédure, ça dure 3 ans. Donc elle, ça fait 3 ans qu'elle attend son argent. Donc c'est pas à 1 mois de la vente où elle est sûre d'avoir son argent qu'elle va dire non, peut-être que je vais faire autrement. C'est rare qu'une personne externe puisse faire annuler une vente. Je n'en ai jamais vu. Juste à titre d'information, lorsque l'enchère, enfin en tout cas le montant qui a été enchéri a épanché les dettes. Le surplus le revient. À lui. Oui, bien sûr, forcément. Oui, bah oui, toujours. Sinon, donc oui, il y a les frais préalables. Donc après la visite, on prend connaissance des frais préalables. Encore une fois, je finis juste à dire ça tourne entre 10 000 et 12 000 euros, entre 9 000 et 12 000 euros, etc. Tout dépend du type de bien. En fait, il y a des diagnostics qui sont faits, mais encore une fois, il y a 3 ans de procédure. Donc pendant 3 ans, il y a un juge qui a travaillé dessus et tout ça. Donc tous ces frais sont accumulés, sont mis de côté, et c'est au futur acquéreur de les payer. Ensuite, il faut trouver un avocat. Donc ça, vous le savez tous, il y a 2 types d'avocats, ceux qui vous facturent, même si vous n'achetez pas, et les bons avocats qui vous disent, bon, c'est gratuit, si tu achètes, c'est tant, mais si tu n'achètes pas, voilà, c'est cadeau. Comment les trouver ceux qui... Il faut appeler. Il n'y a pas de mystère. Les gens s'arrêtent au premier avocat. Non, tu as une liste de 15 avocats. Il faut appeler les 15. Il y en a toujours. Hein. Mais si tu fais 5 ventes, dis-moi, vas-y. tu fais 5 ventes avec celui-là que tu achèterais, il va en avoir marre et il peut lâcher aussi. Ah oui, par contre, il faut être réglo. Parce que certains rigolos, un bien qui vaut 100 000 euros, ils disent moi, mon enchère c'est 20 000. Au bout d'un moment, le risque, c'est que tu te fasses griller aux yeux des autres avocats. Et après, plus personne ne voudra te représenter. Non, il faut être réglo. Moi, ça m'arrive. Hein. Des fois, il y a 8 ventes, je participe aux 5. Je dis, voilà, les 5 biens, j'y participe. Mais il faut que l'enchère soit raisonnable. Même si tu ne l'obtiens pas, si ton enchère maxi c'était 100 000 et que ça s'est vendu 480 000, il va dire, tu m'as pris pour un con. Mais si ça s'est vendu, allez, 10-20% au-dessus, il va dire, oui, bon, voilà, c'était pas votre budget, tant pis. Comment ça se passe s'il y a par exemple quelqu'un qui surenchérit sur les 10 jours? Donc, voilà. ça, on arrive là. C'est juste la ligne de... Donc là, on participe à la vente avec l'avocat, etc. Donc, si on remporte l'enchère, donc là, il y a un délai de 10 jours. Survivre 10 jours. Donc là, il y a un délai de 10 jours qui est enclenché. C'est 10 jours ouvrables, du lundi au samedi. Et donc, si personne ne surenchérit, à la fin, vous êtes propriétaire, vous prenez possession du bien. Ne vous attendez pas à une fanfare et tout ça. Hein. Il n'y a pas de remise de clé, il n'y a rien. Hein. C'est vous débrouillez pour prendre possession du bien. Si le bien est libre, souvent l'huissier a les clés. S'il est occupé, c'est à vous d'aller, etc. Moi, la majorité des biens, la personne m'a fait une visite à la fin parce que je me suis toujours bien arrangé. Il m'a dit voilà, il m'a fait le ménage, il a nettoyé l'appartement et j'ai récupéré les clés comme ça. Si on n'arrive pas à survivre 10 jours, comme il nous est arrivé il y a une semaine, eh bien le bien est remis en vente. C'est qui m'avait posé la question? C'est toi. Le bien est remis en vente 2 mois plus tard à une mise à prix de 10% de plus que ton enchère. D'accord. Mais par rapport à l'avocat, est-ce qu'on le paye quand même Non, tu ne payes pas. Voilà le bien en question. Une maison à Courbevoie. Courbevoie, c'est juste à côté de la Défense. On est à 6 100 € du mètre carré. Une maison de 176 mètres carrés. En fait, là, la maison, je vous explique, c'était un monsieur il y a 10 ans qui a acheté son appartement. Sa maison, c'était 3 appartements. Rez-de-chaussée, premier, deuxième. À l'heure actuelle, quand on fait la visite, il y a toujours les tableaux électriques dans les paliers. C'est juste lui, il a aménagé la maison en sorte que ce soit une seule résidence principale. Et 3/4 de l'appartement, il ne l'utilise pas, mais au moins, il a sa résidence principale. Donc, c'est un bien qui vaut, quand on se fie à meilleur agent, 6100 x 176, 1 50 000 €. On a adjugé ça 660 000 €. C'était le 14 septembre, il y a 2 semaines. Donc là, un stress qui s'installe parce que là, en plus, maintenant, aujourd'hui, je suis marchand de biens.
D'ailleurs, mon associé est dans la place. Une adjudication, donc je ne paye pas les droits d'enregistrement. Donc dans les frais de notaire, en fait, comment se composent les frais de notaire? Vous avez 5,8% de droits d'enregistrement et les émoluments de notaire, donc qui sont dégressifs, mais en moyenne 2,5%. Donc vous avez environ 8% de frais de notaire. Un marchand de biens ne paye pas les 5,8, il paye 0,8. Mais en gros, un marchand de biens, il a 3% de frais. Moi, ce bien-là me revenait 700 000 euros. Par contre, à l'intérieur, c'était un monsieur qui disait clairement, famille d'avocats, monsieur Cohen, qui disait clairement je ne vais pas sortir. Il a dit voilà, tu vas entamer toutes les démarches du monde, tu ne me feras pas sortir. Donc en tenant compte de ça, bon, enfin, c'est ce qu'il dit au départ, mais au bout d'un moment, les gens, il faut les travailler. C'est un travail de longue haleine, mais on arrive à les convaincre, les gens. Parce que au-delà de la vente, si vous obtenez la vente, ça devient illégal pour lui d'occuper le bien, il ne faut pas savoir. Au bout d'un moment, il ne faut plus s'en vouloir. La procédure, bah, s'il faut faire la procédure, ça prendra 1 an, 2 ans, mais un jour ou l'autre, il va quitter la maison. Donc, on l'a adjugé 660 000 euros, ça nous revient 700 000 euros. Il doit avoir 50-60 000 euros de travaux, il n'y a pas grand-chose. Là, en plus, j'ai le choix. Soit je revends, je redivise, je vends 3 appartements à l'unité, soit je le vends en une seule maison d'habitation. Donc là, on n'a pas survécu aux 10 jours. Le 10e jour, quelqu'un nous a surenchéri, une grosse foncière, capitale de 3 millions d'euros. Lui, à mon avis, doit gérer plein d'immeubles. Donc là, le bien sera remis en vente en novembre ou décembre, je ne sais plus, à un prix de 720 et quelques mille euros. Donc c'est 660 plus 10%. Donc voilà ce qui va se passer. Et nous, bah, on n'est plus propriétaires. Et si à la surenchère, il n'y a personne, parce que moi, du coup, je ne sais pas si je vais réellement participer à cette vente, il me reste encore un peu de marge, mais je ne suis pas sûr. Si personne ne participe, lui, il l'obtient à 720 000 euros. Du coup, il est le propriétaire. Et il n'y a pas de surenchère d'affilée. Hein. Une surenchère, c'est une fois. Il n'y aura pas d'autres surenchères. Et il y a des coûts associés à une nouvelle mise à vente? Pardon? Il y a Oui. des coûts associés? Mais pas grand-chose, 1000 ou 2000 euros de plus. C'est les frais préalables qui augmentent. Parce qu'en plus, encore une fois, ça dépend du tribunal, mais certains... parfois, il y a des tribunaux qui refont une visite, qui disent, bon, bah là, c'est remis en vente en novembre, donc on refait des visites. Et certains tribunaux qui, non, eux, non, voilà, ceux qui ont visité, l'ont déjà visité, point barre. Si j'ai bien compris, ta vente, elle saute sur tes enchéries, ne serait-ce que de 1000 euros. Non, mais c'est minimum 10%. C'est la loi. Et des 1000 euros de jour, c'est pas ça. Les 1000 euros de jour? C'est la vente associée. Ah, c'est quand tu l'as arrêté, c'était le janvier. Les 571 Non, mais ça, c'est un autre bien, 571 000. Le jour même. Ouais, c'était le jour même. Moi, je m'étais arrêté à 570. Bah, lui, 571, il l'a eu à 571. Bah, lui, pareil. Ah, c'était pas une année enchère. Non, lui, c'était le premier. Donc, lui, pareil, quelqu'un surenchéri. Donc, ce bien-là, 571, comme je t'ai dit, au Plessis très vite, dans 2 mois, il sera en vente à 600 000 euros. D'accord, donc si tu l'as enchéri un jour après, minimum, Ouais. dans les 10 jours là, Ouais, c'est 10%. C'est 10%. Ouais, c'est 10%. Bon, il y a un délai de 10 jours et tout le monde surenchérit le 10e jour. Tout le monde attend le 10e. Parce qu'en fait, il y a des frais, enfin bref, les gens ne veulent pas prendre la responsabilité, ils ne veulent pas assumer. Lors de la visite, tu as visité. Oui. Quand tu as vu le profil de l'occupant, Ouais. déjà que c'était des avocats, c'était une famille, des choses comme ça. Est-ce que tu as apprécié ces risques ou est-ce que... Toujours. Tu prends en compte, bien sûr. Un bien libre et un bien occupé, ça n'a pas le même prix. C'est ça toute la différence des enchères. La question, ce sera comment tu le prends en compte? C'est squat, si il y a un bail effectif. C'est toi et comment. Non, là, il n'y aura pas de bail parce que c'était les occupants. Si c'est des locataires, le bail continue. Donc, tu achètes un bien loué. Là, c'est des occupants. Donc, soit c'est à l'amiable, soit c'est procédure d'huissier. Donc là, tu prends en compte, au mieux des cas, 1 an de manque à gagner. Au pire des cas, 2 ans de procédure. Donc, tu prends 2 ans, soit de perte locative. Donc, tout ça, tu le calcules, je sais pas, à 1 500 euros par mois. Sur 12 mois, ça fait 18 000. Sur 2 ans, 36 000. Tu enlèves 36 000 de ton budget. Plus des frais d'immobilisation. Parce que les 600 000, toi, tu vas devoir les payer, même si le mec ne sort pas. Tu as 2 mois pour payer ça. Donc, toi, pendant 2 ans, tu as ton argent immobilisé. Ça, c'est à toi de l'estimer. Donc, combien vaut cette immobilisation? Et puis voilà, tu te déduis un budget. Il n'y a pas un barème comme ça. Moi, j'ai mes barèmes. Mais voilà, mon barème n'est pas le tien. Par rapport à celui qui squatte et celui qui a un bail, qui n'est plus. Le squat, c'est plus facile. Le squat, c'est plus facile parce que ils sont là, comme le nom le dit, que c'est des squatteurs. Quand c'est des propriétaires, en fait, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas déclarés. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Pour expulser quelqu'un, tu dois demander l'autorisation à la préfecture. Donc déjà, le juge, etc., ordonne, parce qu'en fait, une fois que tu as acheté le bien, tu as le droit de faire expulser les gens. Mais pour les faire expulser, tu dois demander à la préfecture de police. Et la préfecture de police, pour faire expulser des gens, ils demandent, il y a qui dedans?
bah, ils regardent qui est-ce qu'il y avait auparavant, bah, c'est une famille. Bah, nous, on doit les reloger, ces personnes. Je crois que c'est 3 jours, pendant les 3 premiers jours, ils doivent les reloger, ils doivent trouver un hôtel, ils doivent financer des choses. Bah, là, ils regardent, en plus, c'est des enfants, donc il y a de l'école, il faut qu'on trouve à côté. Là, ils vont prendre tout leur temps. Donc, quand c'est des squatteurs, ils ne sont pas enregistrés quelque part. Il y a un monsieur, il y a une dame, il y a des enfants. Donc, les squatteurs, c'est la procédure classique. T'attendras, parce qu'en plus, les squatteurs, depuis la loi Allure, ils sont protégés par la trêve hivernale. Vous savez une chose, je vais vous expliquer, ça va peut-être vous étonner. Demain, vous partez en vacances, quelqu'un squatte votre appartement, votre maison. Si au bout de 48 heures, vous n'avez pas appelé la police, vous êtes foutus. Tout l'hiver, vous passez dehors. Et les squatteurs, ils sont chez eux. Vous regarderez sur YouTube, et c'est la vérité. Il s'est passé une chose, c'est en Bretagne. Une dame de 80 ans est partie voir ses petits-enfants, je crois, je ne sais plus où, en France. Elle est revenue, il y avait des squatteurs qui se sont emparés de la maison, et ils étaient en leur droit. Les squatteurs, ils ont mis une affiche sur la porte, on est en droit, sous 48 heures, vous ne nous avez pas appelé, on est chez nous maintenant. Et durant toute la trêve hivernale, donc jusqu'à avril, les squatteurs étaient chez eux, la dame était à la rue. Ça a fait scandale, il y a les médias qui sont arrivés, BFM TV et tout ça, mais il ne s'est rien passé. Hein. Les personnes étaient en leur droit. Et qu'est-ce qu'ils prouvent, là, Ah bah ça c'est toi, c'est à toi de prouver que t'étais, il y a 2 jours, je sais pas, par exemple tu étais au travail, ils vont te demander tu étais au travail, tu travailles, donc tu rentres chez toi, donc là ils considèrent que si c'est 72 heures, 96 heures, je pense que ça passe aussi, mais tu pars 2 semaines en vacances, il y a quelqu'un qui prend possession. Ils ont fait les peintures là tous. Ils ont fait les peintures, ils ont changé la porte, ils ont mis des barbelés, là c'est foutu. Donc de là me vient la question, et ça c'est un sujet super important, c'est comment on évalue un bien, le prix d'un bien. C'est le point le plus important. Aujourd'hui, vous achetez un bien. C'est surtout très important pour l'aspect achat-revente. Quand vous êtes en rentabilité locative, il faut prendre différemment les choses. Moi, si je ne sais pas à 3% près le prix de revente de cet appartement-là, et encore 3%, je suis large, de cette maison-là, je ne peux pas connaître mon enchère. Parce que mon enchère, moi, c'est prix de revente potentiel, admettons que c'est ça mon prix de revente, moins les frais, moins les travaux, moins pendant la durée où la personne sera là, moins mon bénéfice, donc combien j'envisage, est-ce que c'est 5%, est-ce que c'est 10%, est-ce que c'est 30%, moins mon bénéfice, et voilà, ça me donne mon enchère. Juste une précision, pour revenir sur le manque à gagner que tu dois calculer en fonction, quand tu vas arriver sur un bien qui est occupé forcément, donc une personne peut apporter son profil, toi tu vas te baser sur une durée par rapport aux procédures éventuelles qui peuvent être mises en place dans ce cas précis. Ton calcul, tu vas le faire différemment, mais ça va être toujours une moyenne. Si c'est par exemple un trentenaire jeune machin que tu vas trouver, ou si ça va être ce gars-là, ça va être différent. Tu vas faire des calculs qui vont être Bien différents, tu vas pondérer le risque. Si c'est quelqu'un, encore une fois, moi je te dis, moi c'est rare que je parte sur une expulsion forcée. Je pense que pour l'instant j'en ai jamais fait, j'en ferai pas. Tout se passera bien. Au final, avec des gens, on s'arrange. S'il faut leur donner de l'argent, on leur donne des droits d'éviction, c'est fait pour ça. Je pense que je ne ferai pas de procédure d'éviction. Mais oui, je prends en compte si c'est quelqu'un avec si déjà ils sont réfractaires. Totalement, oui, il faut prendre en compte. En plus, s'il y a des enfants et tout, oui, là, il faut prendre en compte 2 ans par exemple. Si c'est des jeunes et tout, en plus, ils ont l'air de vouloir partir, voilà, tu réduis ta marge. Merci. Généralement, toi, tu prônes pas l'expulsion, justement. Ah non, absolument. Ah non, mais c'est le pire des cas. J'espère ne jamais devoir faire une expulsion française dans ma vie. J'espère aussi, mais justement, qu'est-ce qui t'a fait du coup aller sur ce quand tu as vu que cette famille elle est vraiment réfractaire? Du coup, ce que je fais, je réduis parce que le bien, il est trop tentant. Il est trop tentant. Et à bout d'un moment, les enchères, c'est quand même ça te prend et tu peux pas t'empêcher. Donc là, tu réduis au maximum ton enchère. Moi, mon enchère maxi, c'était 700 000. Donc tu vois, je l'ai eu à 660. Donc voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, tu as quand même envie. Tu te dis, voilà, quitte à tenter le minimum. Donc voilà, première étape, moi, comment je fais pour évaluer un bien. Il y a une chose, pour avoir une idée rapide, c'est Meilleur Agent. Donc voilà, là, on donne l'adresse précise. En plus, ce qui est bien avec Meilleur Agent, c'est qu'il te donne la surface de la parcelle et tout, depuis récemment. Et donc, même juste pour avoir la surface, tu n'as pas besoin d'aller sur le cadastre. Il vous donne directement la surface de la parcelle. Donc, on prend ça juste pour base. Il nous dit c'est 6 000 € du mètre carré, multiplié par 176. Donc, c'est un bien qui tourne aux alentours d'1 million. Déjà, est-ce que je suis dans le budget? Est-ce que j'ai 1 million voilà, est-ce que je peux me porter acquéreur sur ce bien? Si on a un CDI au SMIC, on sait qu'on ne peut pas enchérir sur ce bien-là. Donc là, déjà, voilà, là c'est la première étape. La deuxième étape, moi, c'est un site que j'utilise et que je trouve qui est assez bien, c'est Efficity. Donc Efficity, moi, je donne juste le résultat là, mais il vous demande le bien, la parcelle, l'exposition du salon, est-ce qu'il y a des parkings, est-ce qu'il y a des... Je parle un peu fort, non? Non, ça va.
l'exposition du salon, enfin voilà, il prend plusieurs éléments en compte et avec, bon, ils ont un algorithme qui calcule un bien. Donc là, eux, ils me disent entre 1,8 million, 1,08 million et 1,3 million et valeur estimée, ils sont à 1,2 million. Donc là, encore une fois, est-ce que c'est 1,8 million? Est-ce que c'est 1,2 million? Est-ce que là, moi, j'ai 1,05 million? C'est quoi? Donc là, il y a une troisième étape. La troisième étape, j'espère que vous la connaissez tous. Les membres de la formation ici, ils doivent la connaître et ça doit être leur site favori. Ouais. C'est Patrim. Ah oui. Vous connaissez Patrim? C'est sur le site des impôts. Vous allez sur le site des impôts, vous rentrez vos identifiants et vous avez un logiciel qui s'appelle Patrim. Et ça, c'est le référencement des notaires. C'est tous les biens qui ont été vendus. C'est pas l'agent immobilier qui vous pipote, oui, moi j'ai fait ça, je l'ai vendu à tel prix. Non, c'est combien les gens ont payé. Aujourd'hui, Efficity me dit 1,2 million. Meilleur agent, il me dit 1,5 million. Mais est-ce que des gens ont payé ce prix? D'accord, c'est peut-être ton estimation, mais les gens, ils ont payé ou pas? Et ce site-là, Patrim, il sert beaucoup quand vous achetez par exemple dans des grandes cités, dans des grands immeubles, vous arrivez forcément à trouver un bien, un appartement qui a été vendu dans votre immeuble. Et donc là, on rentre. Donc, type de bien, là, on peut choisir maison, appartement. La surface, bon, moi je prends entre 120 et 200. L'adresse, donc là, il vous localise l'adresse. Vous choisissez un périmètre. Donc là, j'ai mis 1 km par exemple. En plus, maintenant, vous pouvez prendre un polygone. Par exemple, vous longez la A14. Vous faites ça. Et vous pouvez vraiment cercler, centrer sur un quartier par exemple. Le mois, donc la période de 2016 à 2017. Donc des ventes assez récentes. Et voilà, donc là, je retrouve toutes les ventes. Tout ce qui a été vendu à tel prix, de telle surface. En plus, depuis le mois de juin, maintenant vous avez l'adresse exacte. Avant, vous n'aviez pas le numéro. Vous avez juste la rue Raspail, rue de Normandie, vous n'aviez pas le numéro. Sauf que quand vous êtes à Paris, vous êtes sur la rue Vaugirard qui fait 8 km, mais entre le 1 et le 3500, c'est le jour et la nuit. Donc là en plus, il s'agit de maisons. Donc vous prenez par exemple le 18 rue Raspail, et ben vous pouvez aller voir le 18 rue Raspail. Et vous pouvez comparer. Cette maison a été vendue 18 rue Raspail 715 000. Ben combien vaut ma maison par rapport à celle-là? Est-ce que moi j'aurais donné plus pour ma maison ou moins? Et donc là, vous pouvez trier en fonction de la surface du terrain, surface de la maison. Donc là, je l'ai trié comment là? Surface, j'ai pas trié. Oh non, je l'ai pas trié. Donc là, la maison fait 176 mètres carrés sur un terrain de 200 mètres carrés. Donc vous prenez un truc qui y ressemble. Donc là, par exemple, surface du terrain 140 mètres carrés, surface de la maison 152, donc on se rapproche. Donc notre maison, elle est mieux. Bah, lui, il a vendu 915 000. Donc on sait que quoi qu'il arrive, déjà, on est au-dessus de 915 000. Parce que Efficity et Meilleur Agent, c'est bien, mais moi, ça m'a déjà fait faire des erreurs. Patrim, ça vous décevra jamais. Donc ben voilà, et avec ça, eh bien, vous faites votre estimation. Le premier appartement que j'ai acheté, c'était à Plaisir. Avec Patrim, je l'avais estimé à 130 000 euros. Je vous assure que je l'ai vendu 130 000 euros net vendeur. Juste un truc, à un moment, quand tu utilises ce site, on finit par être radiant. Oui, non, maintenant il y a la limite, c'est 50 utilisations par trimestre. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas le droit de vous le dire, hein, ça. Vous avez des conditions de 3 km à accepter et signer. Je m'étais embêté à lire et on ne peut pas le communiquer pour des raisons commerciales, je crois, un truc comme ça. Mais bon, on s'en fout. Vous avez le droit d'utiliser, vous avez le droit de faire 50 recherches par trimestre, 200 par an. Et si on dépasse ça, après on est raté. Je sais pas, j'espère ne pas arriver là, mais bon, tu fais ça à ton nom, ton père, et puis voilà. Donc il y a toujours des solutions. Donc là, comment il y a des gens qui ne connaissent absolument pas les enchères, comment rechercher un bien, etc. Donc il y a le site le plus courant. Là, on parle vraiment le basique du basique. Hein. Le site le plus courant, il s'appelle Licitor. Si vous allez sur ce site-là, ah merde, j'ai pas mis internet. Bon, le site s'appelle Licitor. Donc vous allez et vous avez toutes les annonces, enfin toutes normalement. Certains comprendront pourquoi je ne dis pas toutes. Donc vous avez toutes les annonces, vous prenez votre région. Ça m'embête parce que j'aurais bien aimé vous montrer. Vous m'accordez 2 minutes que je branche ça à internet? Partage de connexion. C'est peut-être presque exhaustif pour la région parisienne et pour notre région. Par exemple, là, en ce moment, pour la région centre, il y a une vente sur son Licitor. Ça, tu devrais. J'ai eu une membre dans ma formation Corse
Elle m'a dit, moi je comprends pas, j'ai aucune vente en Corse, ça doit être de l'arnaque, il doit avoir la mafia dessus et tout ça. Moi, je vais trouver un site où elle en avait 30. Il y avait une feuille avec le Wi-Fi. Ouais. Donc je peux te trouver des ventes sur ton secteur, ne t'inquiète pas. Parce que là. J'aurais dû faire ça avant, désolé. Donc là, si on se rend sur les sites hors, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu as quand même pas l'impression c'est quand même beaucoup plus intéressant dans les grandes villes que la campagne? Alors, moi je ne fais jamais la campagne. Ah ouais, je sais. Je reste uniquement en Ile-de-France. Mais d'après les retours que j'ai eus, apparemment il y a un Eldorado en campagne. Ouais, vraiment. J'ai des membres de ma forme. T'as regardé un peu? Et les résultats, tu confirmes ce que je dis? Ah oui, il y a des trucs qui sont hallucinants. À des prix? Une maison en Lozère, 150 mètres carrés, plus hangar, avec une maison sans charme et à peu près neuve, 5 000 €. Et pas dans un trou perdu. Alors, C'est un peu un trou perdu. Il faut savoir combien elle va être vendue vraiment. bon, voilà, on ne sait pas s'il y a une surenchère. Et moi, j'ai appris un truc avec l'expérience aux enchères. C'est que tant que tu n'as pas vu le bien, même s'il a été vendu gratuit, méfie-toi. Parce que des fois, il y a des situations, je t'assure que même gratuit, tu ne prends pas le bien. Vraiment. Des fois, tu vois des trucs de malade. Donc voilà, le site Licitor. Donc là, vous avez par région, par zone, etc. Donc là, vous avez, en plus, voilà, il vous incite bien à surenchérir. Là, vous avez une case surenchérir dans les 10 jours. Donc là, c'est tous les biens qui ont été vendus dans les 10 jours et que tu peux apporter une surenchère. Donc là, par exemple, pour vous montrer un truc, on va prendre TGI de Nanterre, par exemple, donc tribunal de grande instance de Nanterre. Et là, vous avez toutes les ventes donc, des semaines qui arrivent. Donc le 5 octobre, vous avez 4 ventes. Donc un appartement à Châtenay-Malabry. Ah oui, bah oui, forcément. Donc un appartement à Châtenay-Malabry, mise à prix 200 000 €. Celui-là, je ne vais pas y participer parce que c'est presque la valeur. En fait, la mise à prix, pour info, elle doit être au moins de la dette de la personne. Et parfois, la mise à prix se trouve au-dessus de la valeur réelle parce que le monsieur, peut-être qu'il a acheté le bien il y a 2 ans. Et pendant 2 ans, il a remboursé que des intérêts. Et donc, son bien, il va peut-être même pas être vendu. Et au final, ils vont refaire une enchère plus tard à une mise à prix de 100 000 €. Et ce monsieur-là, une fois son bien vendu, se retrouvera toujours endetté. Et ça, c'est un risque. Enfin, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, par exemple, un appartement à Clichy, mise à prix 15 000 €, 56 mètres carrés. Ici, je crois qu'on était à 6 000 € du mètre carré, tu avais regardé. 6 000 € du mètre carré, 5 x 6, 300 000 €. C'est un bien qui vaut potentiellement 300 000 €, mise à prix 15 000 €. Donc il n'y a qu'une seule visite, mercredi 27 septembre, de 11 h à midi. Il ne faut pas la rater, je l'ai raté. Lucie a fermé la porte devant moi, monsieur, c'est trop tard. Donc pour ce bien-là, c'est foutu. Pour moi, en tout cas. Donc voilà comment ça se passe. Donc ça veut dire que. Ah oui, non, j'allais dire que le mec il perdait un truc à 300 000 pour 15 000, mais non, il perd quand même son pognon. Donc le vendeur lui-même. Oui, non, mais après, ça va être vendu à un certain prix. Là, c'est la mise à prix. Là, je ne sais pas à combien ça va être vendu, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si ça se vend 30 000 pour X raisons, le mec qui avait un appart à 300 000, il avait une dette seulement de 15 000, il perd beaucoup de. Bon, il y a des surenchères maintenant. En plus, c'est la mode. Là, je ne sais pas ce qui se passe depuis le mois de septembre-là. Il n'y a que des surenchères. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les gens. Et donc, il y a la surenchère qui les protège. Et puis, bon, voilà, ça ne se vendra pas trop. Ah oui, non, mais je suis sûr. Ça perd pas, ça calme. Plus ça part bas, plus ça monte les gens comme tu as dit. Oui, c'est ça. Plus la mise à prix est faible, plus il y a de monde. Il y avait combien de monde à la visite? Franchement, au Bahamas, 50 personnes. Moi, d'habitude, les ventes que je fais, il y a 10 personnes à la visite. Donc, ouais. Ouais. Enfin, 50 dans l'appart, c'est chaud. Ouais. Pour les ventes vendues dans le 92. Ouais, de tout le 92. C'est par département. Donc voilà quelques exemples. Rapidement, ça c'était mon premier appartement, mise à prix 14 000 €, achat adjugé 61 000 €. Avec les travaux, les frais, ça me revient à 85 000 €. C'est ce bien-là que j'ai revendu 130 000 €. Donc voilà, rapidement l'état au début, l'état après les travaux. Et puis voilà, ça s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème. Là, c'est le troisième, celui-là que j'ai acheté à Saint-Denis. Là, c'est le fameux appartement où il n'y avait même pas de porte. C'était open bar, les gens, réellement, les gens de l'immeuble venaient étendre leur linge sur les fenêtres de l'appartement. Tellement c'était ouvert. Donc voilà, on a fait des travaux, celui-là est en location et ça se passe très bien. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vais en prendre quelques-unes.
Bah, en fait, du coup, tu disais dans la région, il y a une région où il y aurait peut-être qu'un bien et tu trouverais d'autres enchères dans cette région. Ouais. Donc si on veut trouver des biens où il y a peu d'offres sur Licitor, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Alors, moi maintenant, avec le temps, j'ai appris que Licitor, c'était pas le seul site, qu'il y en avait d'autres, qu'il y avait des moyens d'être mis au courant de certaines ventes qui n'apparaissaient pas sur Licitor. Et c'est sûr, ces biens-là ont fait la meilleure affaire. Typiquement, mon plaisir, c'était mon premier bien. Je pense que j'ai eu un peu un coup de chance et tout ça, mais tout le reste, tous mes autres biens, je les ai achetés par cela. Je n'exclus pas les biens qui sont sur Licitor, hein. La preuve, celui de Courbevoie, j'y vais quand même. Mais les biens qui ne sont pas sur Licitor, mais qui réellement existent, où on va faire la vente, bah, il y a beaucoup moins de monde à la visite. Et ça, bah, c'est des choses que j'explique dans mes formations. D'accord. Là, ce que tu es en train de dire, c'est peut-être sur Internet et tout ça, mais ils sont obligés d'être affichés au tribunal, on est bien d'accord. Par contre, ouais, tu vas au tribunal, mais il faut y aller. Ouais. Ah bah oui. Du coup, pour la surenchère de tes jours, si c'est un bien qui n'est pas solliciteur, il n'apparaîtra pas non plus solliciteur pour la surenchère. Non. Bon, de toute façon, on aura le temps de reparler après durant la période de coworking. Dis-moi, je prends une dernière question. Ouais, au niveau du cadastre, moi je ne connaissais pas ce site du cadastre. Ouais. Et comment tu fais quand tu as un appartement, on ne te donne pas le numéro du lot? Ah non, ça c'est pas sur le cadastre. Le cadastre c'est pour la parcelle. Pour la parcelle. Ouais. C'est pour retrouver les références de la parcelle. D'ailleurs, ça marche pas. si c'est une maison, ça marche. Voilà. Même un appartement, mais tu vas trouver la surface du terrain de l'appartement. Le numéro qui est l'appartement il s'agit, non, ça c'est sur le règlement de copropriété. Et enfin, quand c'est voilà, c'est dans le cahier c'est dans le livret des copropriétaires, qui est dans le cahier des charges. Oui, dernière question. Oui, c'était juste pour savoir pour les crédits bancaires, parce que sachant que c'est de la vente aux enchères, donc c'est pas comme si j'ai acheté par rapport à Non. Voilà. Parce que vu qu'une fois qu'on s'est engagé, une fois qu'on est propriétaire, il faut le payer, certes, mais comment être sûr que la banque ne va pas se désengager à la dernière On ne minute? peut absolument pas être sûr de ça. D'accord. Il y a des banques, moi la première banque où j'étais, elle m'a dit si c'est vente aux enchères, vous oubliez. Elle m'a dit nous on ne finance pas les ventes aux enchères. Ils étaient réfractaires à ce point-là. Vente aux enchères, c'est non, quel que soit le montant. Il y a des banques qui sont comme ça, je ne sais pas, ils sont réfractaires, ils sont fermés, ils sont bornés. Donc il faut trouver un autre, mais t'en as d'autres, oui, mais ça reste une vente classique en soi. Hein. C'est juste vous avez les frais préalables, ça par contre vous ne pourrez pas les faire financer. Donc pour une vente aux enchères, par contre, je ne l'ai pas dit, il vous faut des chèques de banque, vous devez avoir au moins 15 000 € dans votre poche pour participer aux ventes. Et ces 15 000 €, vous ne vous le ferez pas rembourser par la banque. Donc ce sera à chaque vente, il y aura 15 000 € d'apport mis sur la table. Donc voilà, je vais passer maintenant la main à Goulwen.